Alors, je vais appeler à me rejoindre en tribune nos intervenants, donc Fabienne, Sophie, Caroline, Vincent et Yannick, qui nous feront le plaisir d'intervenir sur cette dernière table ronde de la journée. Dernière table ronde consacrée donc à la gouvernance et aux limites planétaires. Je vous laisse vous installer. Ah, il nous manque peut-être une chaise. Installez-vous. C'est pas grave, je vais rester debout. Ça me dérange pas. Ouais, ça va. Installez. Ou sinon, je vais en prendre une derrière. Non, ça va aller. Merci. Mauvais calcul de chaises. Elles sont lourdes. C'est bon. Tout le monde est installé. Merci à tous de me rejoindre en tribune. Alors, l'objectif de cette table ronde est de faire le point sur les bonnes pratiques de gouvernance à mettre en place pour accélérer la mise en place de stratégies RSE et environnementales efficaces. Je vous propose pour démarrer de commencer par un petit tour de table pour que chacun puisse se présenter. Bonjour, Fabienne Moni, je suis présidente de Diptyque, présidente depuis le mois de juillet, après avoir été CEO de la marque Diptyque depuis 16 ans, pendant 16 ans. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Diptyque, ce qui me rendrait très triste, mais aussi très, très humble devant le niveau de notoriété de la marque. Donc Diptyque, c'est une entreprise, une maison française de parfumerie qui est née à Paris en 1961 et qui propose un art de vivre autour de produits parfumés pour soi, pour la maison, des produits de soins et également des objets de décoration. Voilà. Merci. Moi, je m'appelle Sophie Robert-Velu. Je dirige les activités d'un groupe familial français qui s'appelle Expansience et qui est plus connu pour la marque qui l'a vu naître, qui s'appelle Mustela, qui a été créée en 1950 autour du soin des bébés, des nouveau-nés, de la famille en général. Et c'est un groupe qui a par ailleurs une activité pharmaceutique, puisqu'on traite avec des médicaments, des dispositifs médicaux et des compléments alimentaires tous les troubles articulaires autour de l'arthrose. Donc on va de la naissance au grand âge. Et on a une troisième activité de B2B, puisqu'on fabrique nous-mêmes nos ingrédients actifs qu'on met dans nos produits, des deux côtés des activités. Et il se trouve que ces produits et ces ingrédients sont issus souvent de coproduits de l'alimentation ou d'écarts de tri de l'alimentation. Et donc, ces ingrédients sont assez recherchés par d'autres grands groupes, voire des géants de la cosmétique mondiale. Et donc, on vend des actifs à Estée Lauder, Chanel, L'Oréal, des marques coréennes aussi. Voilà. Merci. Bonjour, je m'appelle Caroline Schild, je suis directrice de la transition et du développement durable chez Picoty, que vous connaissez sans doute mieux sous le nom des stations-service au bord des routes Avia. Donc, félicitations, c'est quand même super culotté de nous faire parler de RSE. Puisqu'on est une entreprise familiale née il y a 102 ans, donc c'est fondé par mon arrière-grand-père et né de la mécanisation agricole. On est sur un bien de première nécessité, sur l'énergie. Sans nous, pas d'activité économique concrètement, disons-le humblement. Mais surtout, on a vraiment compris que malheureusement, récemment, qu'il fallait vraiment qu'on se désengage volontairement des fossiles. Et donc, depuis une dizaine d'années, on a engagé notre transition énergétique. Et c'est de ça que je vais vous parler. Bonjour à tous. Donc moi, je suis à peu près sûr que personne ne nous connaît. Donc, voilà. Donc, Vincent Canu, je suis directeur France pour la société Aux Sapiens. La raison pour laquelle vous ne connaissez pas, c'est qu'on est une start-up. Donc déjà, les start-up généralement ont une notoriété un petit peu plus faible. Maintenant, on est plutôt au stade scale-up. En fait, on est d'origine allemande, fondée en 2018, avec une mission qui est d'aider les entreprises à adresser
les difficultés, on va dire, les difficultés liées à l'application des différentes réglementations européennes environnementales. Donc tout ce qui va toucher au Green Deal. Donc on a beaucoup parlé aujourd'hui de CSRD, donc j'ai envie de dire c'est la base. Le carbone, mais également tout ce qui va être devoir de vigilance, donc gestion de la chaîne de valeur, déforestation, je ne sais pas, liste de sanctions, traçabilité des produits, etc., etc. Alors bonjour à toutes et tous. Donc pour ma part, Yannick Chamings, donc je suis l'apien de l'étape. J'incarne donc autour de cette table ronde la vision de l'administrateur. Pour expliquer rapidement en quelques mots mon parcours, passé d'entrepreneur, dirigeant de PME pendant une vingtaine d'années, et puis j'ai rejoint Appia il y a 1 an et demi de ça, fort de la conviction que la gouvernance et les administrateurs avaient un rôle essentiel à jouer pour transformer en profondeur les entreprises face aux enjeux environnementaux. Certains membres Appia savent ce que ça veut dire sur mon pouvoir d'influence et de push au sein de l'association sur ces thématiques. Et d'ailleurs, la ligne éditoriale de cette journée, j'y ai un peu contribué. Et à côté de ces activités au sein d'Appia, je suis aussi administrateur dans différents projets à impact dans le domaine de l'accès à l'eau potable, dans le domaine de l'hébergement éco-responsable, enfin différents domaines environnementaux, et aussi président du conseil de surveillance d'un fonds d'investissement à impact que certains connaissent peut-être, qui s'appelle Team for the Planet. Merci beaucoup. Alors, une première question pour lancer cette table ronde. Quelles initiatives emblématiques ou bonnes pratiques avez-vous développées ou déployées au sein de vos différentes structures en matière de stratégie environnementale ? Okay. Qui veut démarrer ? J'y vais ? OK. Alors, nous, il faut comprendre que l'entreprise se crée autour du soin aux bébés. Donc, quand on fait du soin pour les bébés, il se pose quand même la question assez rapide de savoir si notre activité porte préjudice au futur de ces enfants. On a un petit problème. Alors, ça ne veut pas dire que dès la naissance d'Expansience et de Mustela, on s'est tout de suite intéressé à ce sujet, évidemment. On va dire que l'histoire du groupe a été infléchie fortement par son président, qui est le fils du fondateur, Jean-Paul Berthomé, qui en 2004 a signé le pacte mondial de l'ONU autour des objectifs de développement durable. Et lorsqu'il a fait ce choix-là, il s'est rendu compte assez vite qu'il fallait walk the talk, quoi. Donc on a signé, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Donc il y a eu un premier travail d'une quinzaine d'années autour de la reformulation de nos produits, notamment sur Mustela. Donc naturaliser les formules, enlever un certain nombre d'ingrédients qui pouvaient être controversés, plutôt pour la santé humaine, mais aussi autour quand même de l'impact environnemental. Ça suffisait évidemment pas à à se dire que notre activité n'avait pas d'impact sur les environnements ou sur la société. Donc, ils sont entrés ensuite dans une démarche de réduction plus massive des impacts négatifs et ils ont pu, on va dire, consolider ça autour de la certification B Corp qui est arrivée en 2018 dans le groupe. Et puis ensuite, on est rentré dans la Convention des entreprises pour le climat en 2021. Et là, il y a eu un vrai travail, on va dire, de prendre le problème à la racine, donc de radicalisation. J'aime bien utiliser ce mot qui fait toujours un peu peur. Mais en fait, si on reprend son origine et sa définition, c'est prendre les problèmes à la racine. Donc ça ne suffisait pas de mettre des pansements sur des jambes de bois avec faire un petit peu moins mal, parce que quand on fait un petit peu moins mal, globalement, on continue de faire mal. Donc, à partir de 2020-2021, on avait commencé à travailler sur les sujets des risques et des dépendances de l'entreprise, puisque le Covid, la guerre en Ukraine, énormément de sujets de crise qui se sont enchaînés ces dernières années, nous ont fait nous rendre compte que finalement, on était nous-mêmes très fragiles. Et je pense que beaucoup d'entreprises se sont pris cette claque dans la figure. Et il se trouve qu'on a une dépendance à la biodiversité très forte, puisque quasiment 99% de notre activité est liée à des achats de matières premières végétales, qui sont issus de zones tropicales dans lesquelles on sait que d'ici 10 ans, il va y avoir des pertes de rendement extrêmement fortes à cause de la chute de l'extinction massive des espèces. Donc à partir de là, on se dit, on n'est pas cohérent avec le sens même de notre activité, puisque globalement, on fait une activité qui va porter préjudice à l'avenir de ces enfants qu'on est censé protéger, au moins sur leur peau. 2, on est extrêmement dépendant géopolitiquement, mais aussi naturellement à des territoires où il va y avoir moins d'eau, moins d'espèces vivantes et donc moins de production de matières premières. Et si je n'ai pas de matières premières, je mets la clé sous la porte. Donc un besoin vital
pour notre entreprise, mais aussi un besoin de sens, parce qu'à partir du moment où vous commencez à sensibiliser les salariés de l'entreprise sur ces sujets, ils n'ont plus envie de se lever le matin si vous ne leur apportez pas un vrai sens, qui est de se dire, bah oui, on va rediriger notre boîte. La CEC, ça a été une manière, on va dire, de travailler notre feuille de route sur 3 grandes catégories, enfin, 3 grands chantiers. Le premier, c'est de travailler sur l'utilité de notre offre. Ça peut paraître un peu bête, mais j'espère que vous avez déjà eu l'occasion de confronter un certain nombre de dirigeants dans les entreprises pour lesquelles vous êtes administrateur à mais vraiment, est-ce que votre entreprise est utile? Et si elle disparaissait demain, à part à ses actionnaires, à qui manquerait-elle? Donc nous, on s'est posé cette question-là assez vite et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un certain nombre de produits qu'on mettait sur le marché qui n'étaient pas fondamentalement utiles, qui étaient là uniquement pour faire de la part de marché et pour faire du gain supplémentaire. Et moi qui ai bossé 15 ans chez L'Oréal, je peux vous dire que c'est une pratique relativement commune dans beaucoup de groupes, notamment cotés en bourse et sur lesquels on est vraiment sur cette idée qu'il faut lancer des nouveaux produits pour faire de la croissance, peu importe finalement si ces produits sont vraiment utiles et s'ils vont survivre à 2-3 années de marché. Donc voilà, travailler sur l'utilité de l'offre. Et dans l'utilité de l'offre, il y a un travail justement sur faire des analyses de cycle de vie de chaque produit qu'on souhaite lancer, s'assurer que ces produits, 1, sont utiles, 2, améliorent l'offre d'un point de vue vraiment de l'impact environnemental et social. Donc c'est pour ça que l'ACV est un très bon outil pour mesurer ça. C'est un outil très technique, mais finalement qui vous permet d'avoir un spectre assez large de l'impact négatif ou positif de votre produit. Et puis ensuite, on a finalement décidé qu'il fallait aussi renoncer à certains produits. Et on a beaucoup entendu parler, en tout cas dans les médias B2B, du fait qu'on a renoncé à la catégorie des lingettes jetables, qui sont des produits qui faisaient à l'époque, il y a 3 ans, quand on a pris cette décision, 20% de notre chiffre d'affaires. Donc là, c'est un renoncement qu'on a étalé sur 5 ans, parce qu'on ne pouvait pas arrêter tout de suite. Et on a déjà baissé de 60% les ventes de ces produits-là. Donc petit à petit, on se désengage. Et on arrêtera totalement en 2027. Et après, il y a un 3e grand axe important, donc renoncement, sobriété de l'offre. Et le 3e grand axe, il est vraiment sur la partie impact sur les environnements autour de nous. Donc là, c'est biodiversité et décarbonation, plus classique, néanmoins très compliqué, parce que finalement, la décarbonation, on a plus de 50% de notre bilan carbone qui est lié à nos achats. Donc finalement, plus on met de volume sur le marché, plus notre bilan carbone est dégueulasse. Donc là, il y a un travail qui est fait sur d'abord les étapes faciles, entre guillemets, c'est pas si facile, mais l'arrêt du transport aérien pour nos marchandises, le travail autour du mix énergétique de notre usine. Ça, c'est des grandes étapes, de gros investissements, mais c'est relativement facile à faire, dans le sens où on sait quoi faire. Après, il y a une 3e étape qui va être, si je veux finalement découpler ou en tout cas ne plus avoir des volumes qui sont mis sur le marché, il faut que je valorise mon offre, que je travaille sur uniquement de la croissance-valeur et plus de la croissance-volume. Et puis ensuite, il va y avoir des étapes sur pivoter mon business model et donc avoir un modèle d'affaires qui n'est pas lié exclusivement à la fabrication de biens, mais aussi peut-être à un travail autour du service. Et là-dessus, on est accompagné par l'ADEME autour de son économie de la fonctionnalité de la coopération pour les grandes entreprises, qui nous aide à pivoter et à trouver de la valeur, créer de la valeur dans l'entreprise, au-delà de produits issus de l'extraction. Merci beaucoup, Sophie. C'est très riche. Fabienne, ouais, je suis allée vite, pardon. Non, mais c'est super. Merci beaucoup. Alors, chez Diptyque, les sujets, évidemment, RSE étaient déjà en tête et on avait mis en œuvre un certain nombre de choses depuis plusieurs années. Mais je dirais que c'est en 2021-2022 qu'on a décidé d'accélérer sur le sujet, avec d'abord la création d'une direction RSE au sein de l'entreprise et la décision de formaliser une feuille de route RSE. On a entendu parler tout à l'heure de trajectoire, donc cette formalisation, elle a été hyper importante pour nous et elle a été surtout totalement au centre du plan de développement de l'entreprise. Donc la RSE au cœur de la stratégie de Diptyque, avec une mobilisation de l'ensemble des intervenants, toutes les parties prenantes. Les parties prenantes de l'entreprise, ses actionnaires, évidemment, ses dirigeants, mais aussi l'ensemble de ses collaborateurs et l'ensemble de ses fournisseurs, partenaires, B2B, B2C. On a parlé tout à l'heure du fait qu'il était évidemment hyper important d'embarquer les collaborateurs dans ces stratégies. Moi, j'aurais envie de dire qu'on est aujourd'hui
embarqués par nos collaborateurs. L'attente des collaborateurs, elle est énorme, et pas en France uniquement, dans l'ensemble des pays. Nous avons des équipes dans 7 pays, on est présent dans une 50aine de pays dans le monde. Partout, le premier sujet qui est discuté dans les entretiens d'embauche, mais aussi dans les échanges avec les équipes, c'est vers quoi on va, qu'est-ce que vous proposez sur ces sujets de RSE. Et puis l'autre partie prenante, évidemment, ce sont nos clients. Et nos clients, aujourd'hui, nous réclament un discours, une stratégie, une transparence. Et donc, nous avons travaillé, entre autres, sur ces sujets de transparence, avec la mise en place, il y a 1 an, d'une première plateforme qui permet à nos clients d'entrer un peu dans les coulisses de la composition de nos produits et de connaître l'origine des matières premières, des composants utilisés dans chacun de nos produits. On a fait un travail de fond avec l'équipe RSE sur un dialogue beaucoup plus poussé avec les grandes maisons de parfumerie françaises et internationales avec lesquelles nous travaillons. Les Givaudan, les Firmenich, ce sont des noms qui doivent évoquer des choses, Sophie, ça c'est sûr, mais sans doute à un certain nombre d'entre vous, pour aller plus loin dans la traçabilité des ingrédients et s'assurer d'un sourcing responsable. Donc ça, ce sont des premières illustrations des sujets sur lesquels nous avons travaillé. Et nous sommes plus récents, je dirais, dans la démarche. On est conscient de l'ampleur de la tâche, mais on avance avec des collaborateurs extrêmement engagés et très soucieux de mesurer les progrès accomplis. On a également, dans les premières choses mises en place, on travaille aussi vers un modèle plus circulaire pour l'avenir. Donc on a mis en place un certain nombre de produits rechargeables dans notre offre. On a aujourd'hui à peu près un quart du portefeuille produit qui est rechargeable. C'est déjà à notre échelle un gros effort. On a l'intention d'en avoir la moitié d'ici 2026, donc on avance vite. Et on a créé dans un certain nombre de boutiques, pour le moment à peu près un quart de notre réseau de 150 boutiques dans le monde, des services également de refillability, de recharge des produits, de façon à favoriser encore une fois la durée d'utilisation de nos produits. Et donc nos parfums sont rechargeables. On a des bougies qui commencent à être rechargeables en point de vente, et on va accélérer dans ce sens parce que c'est une façon très concrète de progresser. Voilà. Merci beaucoup. Caroline, vous souhaitez réagir ? Nous, c'est des produits un peu moins sexy. Je dirais que j'ai participé à la Convention des entreprises pour le climat avec Sophie, la première promotion nationale. Et ça a été une vraie prise de conscience, une vraie transition intérieure de mon frère et moi. Mon frère qui a désormais pris la direction générale de Picoty. On a pris du temps, et je dirais qu'un des premiers moves, et votre responsabilité d'administrateur indépendant, c'est peut-être de pousser vos conseils à faire ce premier move, c'est d'y passer du temps. C'est de comprendre les enjeux, c'est de dédier des postes, des fonctions ou du temps de référent, peut-être dans un premier temps, voilà, à compter ce qui compte vraiment, à se poser les vraies questions autour de la sobriété, l'essentialité du produit, la composition des produits. Donc voilà, je dirais que c'est ça. On a donc commencé par notre bilan carbone, même si c'était un peu tardif. On savait qu'il était catastrophique, donc on ne s'est pas pressé. Mais effectivement, donc plus de 99% du bilan carbone est lié, du groupe Picoty, est lié à l'utilisation qui est faite de nos produits, puisque c'est vous qui faites la combustion des produits qu'on achète. Et donc, on s'est attelé, suite à la Convention des entreprises pour le climat, à notre scope 3.
Pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est l'utilisation, donc c'est les produits et les services qu'on a dans notre catalogue d'offres qui font qu'on génère ces émissions indirectement. Et donc, à changer notre offre, donc transition énergétique, quelles solutions alternatives aux fossiles, bas carbone, décarbonées, plus ou moins décarbonées, pour assumer une transition sur le temps long. Donc, je pourrais y passer des heures, mais évidemment, gaz naturel pour véhicules, biocarburants, hydrogène, solaire, mobilité électrique, ce sont des métiers que font Picoty maintenant. Mais je dirais que ça, c'est presque facile. Alors, on a beaucoup accéléré depuis 3 ans sur ces questions-là de substitution des produits, donc pour faire consommer autre chose que des fossiles. Là où on a moins vite évolué, et là, pour le coup, je fais face à beaucoup de résistance au changement, parce que contrairement à Diptyque, le changement ne vient pas des collaborateurs, parce qu'ils ont tous du gasoil qui coule dans les veines. On a des collaborateurs hyper fidèles, et donc ils ont toujours vendu des fossiles, et ça marche bien. Donc ils ne se posent pas la question de savoir s'il faudrait faire autrement. Et donc ça vient plutôt d'en haut, donc c'est plus compliqué d'embarquer. Et donc c'est la question de la sobriété, c'est quelle responsabilité on a, nous, dans faire comprendre la pédagogie, et puis par le biais de notre offre et donc de notre modèle économique, et c'est le plus difficile à faire shifter, c'est quelle responsabilité on a dans le fait de faire consommer moins nos clients, en fait. Donc le rapport à la sobriété, l'efficience énergétique qui fait appel à plus de services, où il faut qu'on coopère avec des acteurs du territoire. Voilà ce que je peux apporter. Merci beaucoup. Vincent, vous, j'imagine que vous avez pu construire une vision un peu à 360 aussi de alors, ce qui se fait c'est vrai qu'on est dans une situation un petit peu différente, parce que forcément, moi, j'ai envie de dire, je travaille avec toutes ces sociétés-là. Voilà, on a parlé de Givaudan, etc. Enfin bref, tout ça, c'est mes clients. Et nous, en fait, ce qu'on voit en règle générale, donc, c'est une problématique de transversalité dans les entreprises. C'est-à-dire que tout, quelle que soit l'intention, en fait, au final, on ne peut finalement améliorer que ce qu'on mesure. Tout, à la fin, revient à un problème de données, en tout cas, au moins, la base, avant d'avoir des réflexions. Voilà, typiquement, ce que Caroline disait là, tout de suite, voilà, on a fait le bilan carbone, et puis clairement, elle n'était pas bon, donc on a avancé sur ci et sur ça. Avoir la donnée de base, c'est ce qui permet, dans beaucoup de cas, de justifier, d'organiser une réflexion. Et la problématique de l'ESG, c'est que la donnée, elle est partout. Et elle intervient sur tous les sujets. On a parlé de CSRD ce matin, mais si j'en mets d'autres, par exemple, si j'inclus tout ce qui est achat responsable, ce genre de choses, on va remonter sur toute une chaîne de valeur. Il va falloir avoir des informations sur tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment, quels produits ils vont avoir, quelle est leur empreinte carbone à eux, etc. Remonter toutes ces informations. Tant qu'on n'a pas toutes ces informations-là, c'est difficile de prendre des décisions concrètes. Et ce qu'on voit dans beaucoup d'entreprises, c'est effectivement... alors là, vous êtes tous des gens convaincus. Donc, j'ai envie de dire... ou en tout cas, qui vous posez clairement la question d'aller dans cette direction-là. Donc, vous avez tous un niveau de connaissance et de volonté pour aller vers ces problématiques. Maintenant, dans beaucoup de sociétés, ce qu'on réalise, nous, c'est que ce qui fait avancer, ça a été dit avant, c'est le côté réglementaire. Et je me retrouve dans pas mal de situations, des fois avec des gens qui ne veulent pas forcément avancer. Et donc, une équipe RSE, etc., va se retrouver, j'en sais rien, moi, pas au fond du placard, mais on va dire dans un coin et dans un silo. Et la problématique de l'ESG, c'est que ça ne fonctionne pas en silo. Ça ne peut pas fonctionner en silo. Et donc, si j'ai un point à mentionner sur le sujet gouvernance, c'est vraiment que de ramener la fonction ESG, alors après on l'appelle comme on veut en fait, mais les gens qui sont responsables finalement de ces réflexions, de cette collecte de données, de l'organisation de ces processus, à un niveau décisionnel qui permet d'attaquer toutes les fonctions d'entreprise. Ça va de l'achat à la production, la vente, le sourcing, le stockage, la logistique, etc. Sinon, c'est extrêmement difficile de
récupérer la donnée, d'organiser la donnée, ou sinon on a des données en silo, et puis donc on se retrouve avec des choses qu'on compare des pommes avec des carottes et des oranges, et au final on ne peut rien avancer. Donc vraiment, si j'ai un point à mentionner sur ce qu'on voit, c'est vraiment cet aspect effectivement 360 où les réglementations mettent un coup de pied au derrière, j'ai envie de dire, aux sociétés pour les forcer à avancer. Donc vous êtes tous convaincus, vous allez avancer d'une certaine manière, vous mettez déjà des choses en place, mais le point réellement à travailler dans la plupart des entreprises, c'est vraiment la mise en place de cette transversalité de la fonction ESG pour ramener finalement les raisonnements, les données au cœur des réflexions. Et après, du coup, on a des données, on peut mesurer, et à partir de là, on peut prendre des décisions, on peut prendre des orientations, décider qu'on va faire plus ci ou ça. Mais sans la base, c'est extrêmement difficile de faire quelque chose et d'embarquer des gens. Parce que si vous essayez d'embarquer des gens juste sur une idée, effectivement, ça mord pas. Maintenant, effectivement, quand vous les mettez devant leur responsabilité, que l'activité que vous faites, en fait, elle est responsable de couper 800 000 arbres par an. Ah, merde, ça fait beaucoup d'arbres. Et c'est des métriques qui, des fois, sont un petit peu ridicules, mais c'est ce qui permet de communiquer. C'est ce qui permet de communiquer et aux gens de visualiser et donc d'embarquer et de décider. Voilà. Merci. Depuis ce matin, on évoque l'urgence de la situation. Fabienne, vous évoquiez à l'instant l'ampleur de la tâche. Quel rôle la gouvernance peut-elle jouer dans ce contexte pour faire évoluer les entreprises ? Yannick, je vous regarde. Elle est pour moi celle-là, ouais. On est d'accord. Alors avant de répondre, je vais vous faire du Bonifay. Préparez-vous, attachez vos ceintures, ça va décoller. Remontez la tablette. Non, on n'est pas dans l'avion. On ne prend pas d'avion. On ne prend plus l'avion. Trois données que je voulais vous partager. Début 2024, le World Economic Forum a publié son rapport annuel sur les plus grands risques pour les entreprises au niveau mondial, notamment à échéance de 10 ans. La vision du World Economic Forum, alors on n'est pas chez des activistes écolos, c'est qu'à 10 ans, 6 des plus grands risques pour les entreprises seront d'ordre environnementaux et les 4 plus grands seront d'ordre environnementaux. Événements climatiques majeurs, je vais essayer de les faire de mémoire, pénurie de ressources, destruction de la biodiversité et globalement déséquilibre du système Terre. C'est les 4 plus grands risques pour les entreprises à 10 ans, vus du World Economic Forum. Première métrique. Deuxième métrique, alors il y a eu un rapport qui est sorti en 2014 du CNRS, mais il y a une version actualisée qui est sortie sur Visual Capitalist il y a quelques semaines sur le degré de préparation de l'Europe, au sens économique du terme, face à la pénurie de ressources. Donc le Visual Capitalist, c'est un site qui agrège plein de données et qui les représente de manière synthétique. Et grosso modo, ce qui en ressort sur les ressources minières les plus critiques qu'évoquait Fabrice Bonifay ce matin, le nickel, le cobalt, le lithium, le cuivre, etc., on est sur un ratio de 1 pour 2 à 1 pour 3 en termes à échéance 2030. 2030, pas 2050, pas 2030. À échéance 2030, on est sur un ratio de 1 pour 2 à 1 pour 3 entre ce dont l'économie aura besoin compte tenu de l'activité actuelle et la préparation de l'ensemble économique, géopolitique européen en termes de capacité à produire localement, à importer ou à recycler. Donc ça veut dire que globalement, toute entreprise qui utilise soit du nickel, soit du cobalt, soit du cuivre, soit du lithium, toute entreprise qui bosse pour une entreprise significativement qui fait ça, à échéance 2030, peut se retrouver face à une contraction de son chiffre d'affaires de 50 à 65%. Dernière métrique, ça c'est un témoignage que j'ai eu d'un administrateur d'une grosse structure dans le retail qui fait plus de 10 milliards d'euros de chiffre. Et ils ont mené au niveau du conseil d'administration, fait mener une étude par un cabinet conseil, pignon sur rue, très, très reconnu. Quel serait l'impact prospectif des événements climatiques à échéance de 10 ans sur leur chiffre d'affaires. Résultat de l'étude, sous 10 ans, compte tenu de leur activité, de la manière dont j'ai structuré aujourd'hui, en gros, je ne change rien, je continue, je ne pose pas de questions. Sous 10 ans, j'ai 50 à 65%, on retrouve à peu près les mêmes métriques, de mon chiffre d'affaires qui est à risque. Une boîte qui fait plus de 10 milliards. Donc, je vous partage ces données-là, ce n'est pas pour refroidir l'ambiance qui avait été bien réchauffée sur toutes les solutions qui ont été présentées depuis ce matin. C'est pour donner
un ordre de grandeur du sujet dont on parle. On en a quand même bien entendu parler. Cet ordre de grandeur, ça ne peut pas être autre chose qu'une réflexion sur un pivot stratégique d'entreprise. Ça ne peut pas être autre chose par rapport à ces éléments donnés. Alors après, on peut dire on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il y a quand même beaucoup d'études de différents instituts, organismes qui convergent dans le même sens. Est-ce qu'on est sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'en sais rien, peu importe. On est sur ces échéances de temps-là. Et sur ces échéances de temps-là, potentiellement, une part très importante de l'économie française, européenne, mondiale, on peut mettre la métrique qu'on veut, est susceptible de s'effondrer si elle ne se transforme pas. Pourquoi je vous dis ça par rapport à la casquette administrateur? Gestion des risques, vision long terme, pérennité de l'entreprise, stratégie. Alors si j'ai bien suivi mes auto-formations APIA, il me semble que c'est des sujets qui doivent nous préoccuper. Donc comment on peut aujourd'hui être administrateur, se positionner comme administrateur et comme formé et professionnalisé sur le rôle de la gouvernance et de l'administrateur si on ne s'approprie pas ces sujets-là et qu'on est à minima, soit par rapport à des dirigeants engagés comme on en a ici, en capacité d'accompagner, de soutenir, de faire notre rôle de lien avec les parties prenantes. Parce qu'on a un dirigeant engagé, mais on n'a pas forcément des salariés engagés. On a un dirigeant engagé, on n'a pas forcément des actionnaires engagés. Donc, on a, nous, ce rôle-là, en tant qu'administrateur, d'aller accompagner les dirigeants qui ont cette conscience-là sur les aider à faire avancer ça. Parce qu'on l'a compris, hein, on n'est pas en train de dire on va couper les lingettes jetables. Ça, c'est facile. C'est que 20% du chiffre. Bien t'y voir. C'est facile, c'est que 20% du chiffre et c'est sur 5 ans. Mais le sujet, il n'est pas sur les lingettes jetables que nous partageait Sophie. Le sujet, il est sur toute la transformation en profondeur de la boîte. Et toutes les boîtes, enfin, je dirais, allez, peut-être pas toutes les boîtes, 80% des boîtes vont être concernées. Donc, maintenant, une fois qu'on a ça en tête, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'administrateur? On sensibilise, on acculture, on accompagne, on aide à prendre conscience. Et pour ça, il y a des outils qui existent. 2, on va avoir des dirigeants qui ont compris, mais qui vont se sentir démunis. Ouais, mais ok, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des outils qui existent. La CEC, la perma-entreprise, la comptabilité triple capital, l'économie régénérative, tout bêtement. Alors, régénérative, c'est un mot qui choque. L'économie, la transformation du modèle économique pour sortir du volumique et pour passer à l'usage. Déjà, rien que si on fait ça, il y a déjà énormément de travail de fait. Donc, il y a des outils qui existent. Le problème, c'est que ces outils-là, ils ne sont pas forcément connus, maîtrisés et appropriés. Donc, comment nous, en tant qu'administrateurs, on est capable de les amener et d'accompagner nos dirigeants à se poser la question, finalement, est-ce que cet outil peut être utile ou pas? Si je le combine avec celui-là, comment ça peut faire? Et puis, la troisième chose, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, embarquer les parties prenantes. Comment on fait en sorte pour que ce ne soit pas juste le dirigeant tout seul qui doit porter ça à bout de bras, mais que son COMEX, son CODIR soit aligné là-dessus? Parce que c'est facile. Facile. Je suis dirigeant, je suis convaincu, et puis derrière, injonction contradictoire au niveau de l'équipe de management. Ah, il faut que tu performes quand même, hein. Il faut quand même que tu tiennes tes KPI. Donc comment on aide à aligner ça? Comment on embarque les parties prenantes, actionnaires, investisseurs? Et comment on met en exergue tout ça? Donc je suis un peu long, mais j'ai à peu près fini. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'est très intéressant. Merci beaucoup Yannick. Merci. Je me tourne vers Fabienne, Sophie, Caroline. Quelles bonnes pratiques de gouvernance vous avez mises en place au sein de vos structures, compte tenu de tout ce que Yannick vient de nous partager? Non, pas rien du tout. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, d'abord, la RSE, toute la feuille de route RSE, elle est vraiment au centre du plan de développement de la marque. Donc, voilà, il n'y a pas d'un côté le silo d'une petite direction RSE et puis le reste de la boîte qui tourne sur d'autres enjeux. Ça, c'est effectivement pas envisageable. On parle effectivement de pérennité de l'entreprise. Quand on vend des parfums aujourd'hui, on ne peut pas ne pas se poser la question des ingrédients de la parfumerie qui possiblement dans 10 ans, 20 ans, 30 ans ne seront plus aussi disponibles. Donc on a besoin d'anticiper sur l'ensemble de ces sujets. Donc ce que nous avons fait, nous, en matière de gouvernance, c'est qu'on a formalisé cette feuille de route RSE autour de 3 volets. Un volet produit, avec des actions très classiques que tu as évoquées, d'éco-conception, d'éco-formulation, etc., etc. On a travaillé aussi, évidemment, sur les sujets de réflexion sur
le sourcing et essayer de sécuriser des filières de sourcing pour un certain nombre d'ingrédients de parfumerie, parce que réchauffement climatique, biodiversité atteinte, ça ne touche pas que les minerais, ou ça ne touche pas que la vigne en France, ça touche aussi effectivement tous ces métiers. Donc on a cette stratégie en 3 volets qui est menée au sein de l'entreprise par des chefs de projet avec des équipes qui sont totalement transverses. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des équipes qui vont travailler en tant que chef de projet sur, je sais pas, par exemple, l'éco-conception des produits. On va avoir un chef de projet qui sera sponsorisé par un membre du comité de direction. Et ce groupe va travailler avec les représentants pertinents de l'entreprise pour faire avancer les sujets. Lorsqu'ils ont des propositions à faire, ils les remontent vers le COMEX, et tous les mois et demi à peu près, on statue sur des décisions pour faire avancer un certain nombre de sujets. Donc c'est quelque chose qui est très nouveau pour l'entreprise, parce qu'on avait plus l'habitude de travailler, je dirais, de façon classique. Là, on casse la hiérarchie, on passe effectivement sur des modèles beaucoup plus transversaux, mais c'est le seul moyen de faire avancer des sujets qui concernent l'intégralité des forces vives de la société. Voilà. Alors, nous, on a travaillé sur d'abord la masse des salariés, avec une sensibilisation, parce que vous ne pouvez pas vous engager dans des sujets comme ça si vous n'avez pas la certitude que tout le monde comprend tous les enjeux et qu'on parle le même langage. Donc, toute l'année 2022, on a adressé d'abord une fresque du climat aux 1200 salariés, donc y compris les salariés. Ouais, vous aussi, j'imagine, hein, ça fait partie de la base. Donc à l'étranger, en France, à l'usine, les opérateurs, vraiment à tous les niveaux. Puis ensuite, ça s'est étendu à nos parties prenantes externes. Donc on l'a fait au niveau de nos clients, distributeurs notamment, clients pharmaciens, filiales après filiales. Et puis on le fait auprès de nos fournisseurs depuis 2 ans maintenant aussi, avec ce qu'on appelle des Suppliers Day, où on va pendant une journée complète leur faire vivre une espèce de mini CEC. Et on le fait d'abord avec les 100 premiers fournisseurs stratégiques, puis les 200, puis les 300, etc. Et donc ça se découpe après. Et derrière, évidemment, il y a des engagements de notre part et de la leur sur des plans de décarbonation notamment, et avec des politiques commerciales qui s'adaptent à ça. C'est-à-dire que je vais rémunérer différemment un fournisseur qui s'engage et qui va jusqu'à réaliser son engagement d'un fournisseur qui va dire oui, bah, si je peux, je le ferai, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Donc là, il y a vraiment un travail de sensibilisation. Ensuite, au niveau de nos salariés, souvent, il y a eu derrière la question du sens. Donc, je vous en parlais. Pourquoi, à quoi bon? Est-ce qu'on sert à quelque chose? Et puis, il y a eu une co-construction aussi de la feuille de route avec 120 salariés issus de plusieurs métiers et de plusieurs pays pour s'assurer qu'on représentait bien l'intégralité des métiers, parce que les métiers doivent se changer par ailleurs. C'est-à-dire quand vous commencez à avoir une feuille de route forte comme celle-là et que vous ne voulez pas évidemment que ce soit les 4 personnes de l'équipe RSE qui fassent à la place des 1200 salariés, il faut que les 1200 salariés changent leurs pratiques. Donc ça, c'était vraiment au niveau du corps social de l'entreprise que ça a été pris. Et ensuite, on s'est vite rendu compte, et ça c'est la CEC qui nous y a aidés, que pour dépasser la question du comment faire, qui est souvent une question très paralysante, on nous a plutôt enseigné à se poser la question du « et si ». Et si j'y étais arrivée dans 10 ans, à qui ça profiterait ? Ça ne profiterait pas qu'à moi, ça profiterait aux écosystèmes, mais ça profiterait peut-être au pouvoir public. Il y a un certain nombre d'impacts négatifs qui font augmenter les impôts en France, notamment les lingettes, on en parlait. Ça bouche les canalisations, les lingettes, parce que les gens ont pris l'habitude de les jeter dans les toilettes. Un peu comme les rouleaux en carton de papier toilette. Là. Ne le faites jamais, même si c'est marqué que c'est OK, etc. En fait, c'est faux, c'est un gros mensonge. Donc, vous la mettez dans la poubelle de recyclage pour carton et ça ira très bien. Mais donc, il y a des coûts évités potentiellement pour tout un tas de partenaires. Et cette question du « et si », elle nous permet finalement de cartographier nos futurs partenaires. Il y a des partenaires auxquels on pense, nos fournisseurs, nos clients, pourquoi pas les pouvoirs publics, mais il y a des fournisseurs il y a des gens auxquels on ne penserait pas naturellement, et notamment les concurrents. Donc cette logique du « et si » et de la coopération potentielle, elle nous a amené par exemple à redéfinir une des actions phares de notre feuille de route qui était autour du vrac. Donc, on avait travaillé sur du vrac en pharmacie, des espèces de fontaines où vous pouviez recharger vos flacons sans utiliser de nouveaux flacons à chaque fois.
Et seul, il y avait une visibilité de la fontaine de vrac Mustela qui était assez faible. Elle était petite, il y avait 2 produits dedans. Donc finalement, les gens ne la voyaient pas. Le pharmacien se préoccupait finalement assez peu de conseiller l'usage de cette fontaine de vrac. On s'est dit en revanche, si on y va avec une dizaine de concurrents, on va occuper 20% ou 15% de l'espace du pharmacien et surtout, on va avoir une offre pléthorique, ce qui va permettre à nos consommateurs d'être beaucoup plus attirés par cette offre-là. Donc, on a appelé nos concurrents, notre fédération syndicale de la beauté, par exemple, puis ensuite les concurrents. Et en fait, on a signé d'abord avec 5 premiers concurrents. Au bout d'un an, on a lancé nos premiers points de vente. Et ça a attiré beaucoup d'autres concurrents. Et donc aujourd'hui, on est une douzaine de partenaires et on va commencer à ouvrir de plus en plus de pharmacies avec ce protocole Pharma Recharge. Alors, ça fait 0,0001% de mon chiffre d'affaires aujourd'hui, hein, c'est très clair. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que ça nous permet de mettre le pied à l'étrier d'un écosystème complet, fournisseur, client qui est le pharmacien, concurrent, mais aussi le fournisseur de la machine. Et tous ces gens-là apprennent. Et on s'est donné une dizaine d'années pour être en capacité d'orienter vraiment la consommation vers autre chose, le temps que la réglementation se réveille, parce que pour l'instant, je crois qu'on a jusqu'à 2040 avec la loi AGEC, si elle est appliquée un jour, pour modifier les emballages. Et 2040, en fait, on sera déjà assez proche d'un effondrement drastique de notre économie. Donc, il faut aller beaucoup plus vite. Non, mais c'est vrai. Je sais que ça fait un peu sourire jaune ou voilà, ça rend nerveux, mais objectivement, Al Gore le disait encore hier à la COP qui a lieu en ce moment, je ne sais même plus quel numéro on est. On se retrouve quand même dans une situation où à la moitié de ce siècle, on a quand même un effondrement économique global qui est attendu. Et la moitié de ce siècle, c'est dans 20 ans, quoi. Donc là, il faut vraiment qu'on se bouge très sérieusement. Donc là, l'idée, c'est de se dire, ces coopérations, y compris avec les concurrents, elles nous amènent à aider à comprendre comment on peut changer les comportements des consommateurs. Et c'est intéressant de trouver ces partenaires-là. Donc notre gouvernance, elle n'est pas uniquement sur mon président actionnaire, qui est actionnaire à 100% de la boîte. Elle est aussi sur le collectif, les partenaires externes, y compris les concurrents. Et puis après, il y a quand même un truc que je trouve très intéressant, c'est qu'on est devenu société à mission en 21. Et la société à mission vous permet finalement d'apporter un comité qui s'appelle le comité de mission et qui va regarder si vous donnez les moyens à vos salariés d'opérer vos missions, que vous vous êtes choisis. Donc en plus, c'est sympa, hein, la société à mission, vous pouvez choisir vos missions. Donc il y en a un certain nombre qui se mettent des missions un peu fastoches. Donc ça va peut-être un peu bouger aussi. Je crois que la communauté des sociétés à mission essaye de pousser un peu l'exigence. Mais en revanche, quand vous avez mis en place une mission, qui est vraiment l'objectif principal de votre boîte, au-delà du profit, le comité de mission est opposable. Donc, comme tout commissaire aux comptes, il va pouvoir dire non, mais je valide pas votre année, en fait. Et ça va se savoir. Donc là, il y a un bad buzz potentiel pour l'entreprise. Et je trouve intéressant, au-delà du conseil d'administration qui peut avoir de l'influence, d'avoir aussi un comité des sages plus experts en fonction des missions que vous choisissez et qui va vraiment pouvoir pousser aussi l'entreprise à se donner les moyens de réussir. Donc voilà, au niveau de la gouvernance, c'est à peu près ça nos enjeux. Merci beaucoup, Sophie. Caroline ? Peut-être, tout ça, c'est des super bonnes idées. Peut-être juste pour compléter, un témoignage sur on ne peut pas s'affranchir d'embarquer la direction comme sponsor, la gouvernance, la direction générale de l'entreprise. Avec mon frère, on a tenté de hacker le système CEC il y a 3 ans en participant, non pas avec... on s'était dit, c'est pas la peine d'envoyer nos oncles qui avaient la décision à l'époque. Et en fait, depuis 3 ans, on galère à les convaincre. Donc, on aurait dû leur faire la CEC. On y passe du temps. Donc, embarquer la direction vraiment comme sponsor, ça doit être central dans la stratégie de la boîte. Et donc, ça, c'est un des enseignements chez nous. Le deuxième, on vient de recruter 2 administrateurs indépendants. Donc là, si je vais avoir la cote, 2 administrateurs avec des profils orientés, l'un très montage, financement, parce qu'on a des gros enjeux de financement de la transition énergétique, alors même qu'on est sur des marchés durablement baissiers et que c'est la rentabilité de nos énergies traditionnelles fossiles qui financent la transition énergétique, donc des gros enjeux de financement, et donc quelqu'un qui est très engagé aussi dans
dans le carbone et la taxe carbone à venir qui pourrait nous être fatale. Donc des sujets vraiment enjeux stratégiques de la boîte, et puis un profil très RSE Indus pour que je ne sois pas toute seule à me raconter des histoires et qu'on me challenge. Donc vraiment le rôle d'administrateur comme on l'a imaginé avec mon frère, passer d'une chambre d'enregistrement qu'on a été pendant des années dans ce conseil de surveillance à devenir avec des administrateurs qui posent des questions qui grattent, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Je vois que le temps file. Peut-être une dernière question pour Vincent. Vincent, donc vous êtes chez Osapiens, éditeur de solutions au service du déploiement de stratégies RSE en entreprise. Donc, comme on se le disait, vous avez une vision large des pratiques. Est-ce qu'il y a justement des bonnes pratiques de gouvernance auxquelles vous avez pu assister, que vous souhaiteriez partager? En fait, je pense que le principal a été dit en vrai. C'est-à-dire que, moi, je ne sais pas ce que vous avez entendu tous de la journée. Moi, ce que j'ai entendu, c'est, peut-être que c'est ce que je voulais entendre aussi. Hein. mais tous les gens qui ont témoigné sur des cas d'usage qui ont fonctionné, à chaque fois, ça parle de ce que je disais juste avant, la transversalité. C'est indispensable d'embarquer l'ensemble de l'entreprise. Et j'ai envie de dire même la verticalité aussi, parce que c'est tous les niveaux de l'entreprise qui doivent être embarqués. Nous, on travaillait beaucoup sur le côté réglementaire. Le réglementaire, je sais que c'est vécu comme une contrainte lourdingue par tout le monde. Maintenant, ça a en vrai le mérite de faire deux choses qui sont extrêmement importantes et indispensables pour faire ce que vous mentionniez auparavant, qui est de travailler par exemple avec vos concurrents, etc. Première chose, c'est que ça met en place un cadre. Une des grosses problématiques, ça fait des années, des décennies que les gens font des rapports RSE, etc., des communications. La vérité, c'est que ça servait à rien. Pourquoi ça servait à rien? Parce que d'une entreprise sur l'autre, il n'y a rien de comparable. Et s'il n'y a rien de comparable, au final, on dit un petit peu ce qu'on veut et on ne peut pas trop être challengé sur le sujet. Le fait de mettre en place un cadre qui permet de définir un petit peu tout ce qui doit être mis en place, et l'exemple de la CSRD qui, oui, est compliqué, etc., mais tout va se retrouver sur des bases de données publiques. C'est évident qu'il va y avoir des systèmes de comparateurs qui vont être mis en place, etc., qui vont forcer les entreprises à se repenser. Parce que quand vous êtes sur un truc où vous êtes noté là, à 1 sur 5, voilà, le plus nul des nuls, etc., honnêtement, ça fait réfléchir, quoi. Donc, le premier point, c'est vraiment le cadre. Et ce cadre, cette réglementation, du coup, ce qu'elle permet dans un deuxième temps, c'est effectivement les coopérations. Parce que comme on a ce cadre qui est en place, cette gouvernance de données qui permet de travailler avec tout le monde, qui permet d'avoir des référentiels communs, on peut travailler ensemble, on peut envisager des choses, on peut se poser des questions, travailler à un niveau filière aussi, ça ouvre le sujet. En plus de mettre forcément un petit coup de pied au derrière pour, encore une fois, pas vous, mais les administrateurs, les directions, les employés qui ne sont pas forcément convaincus, etc., j'ai envie de dire, là, il n'y a pas le choix, il faut forcément se poser la réflexion. Et nous, ce qu'on voit, c'est que dans pas mal de cas, on a des gens des entreprises qui finalement finissent par bouger et puis réalisent que ils peuvent faire d'autres choses, ils peuvent faire des nouvelles offres et que finalement, c'était peut-être pas si con. Je voulais juste, si j'ai le temps de réagir rapidement, un point qu'on ne me semble pas du tout abordé, c'est la chance unique qu'a l'administrateur indépendant dans ce contexte et face à ces sujets. L'administrateur indépendant, il est désintéressé d'intérêts partisans. Il a un seul objectif, c'est l'intérêt social et, au-delà de ça, la pérennité de l'entreprise. Et la deuxième chose, c'est qu'à la différence des exécutifs, c'est qu'il n'a pas les deux mains dans l'opérationnel et du coup, il peut se permettre d'avoir cette forme de liberté, ce que tu évoquais, Sophie, le SI. C'est très difficile de faire du SI quand on est dans l'opérationnel et que tout de suite on a en tête, en arrière-pensée, ah ouais, mais alors, attends, ça veut dire ça, tout ça, etc. Pour l'administrateur indépendant, il peut être dans le SI. Il peut se détacher totalement de toutes les injonctions contradictoires que l'opérationnel va infliger. Et donc, du coup, c'est là où l'administrateur indépendant, à mon avis, a une chance unique et un apport unique au sein d'un conseil d'administration ou d'un conseil quel qu'il soit face à ces sujets. C'est que son seul objectif, c'est de servir l'intérêt social de l'entreprise. Et même si ça veut dire tel effort au niveau d'une performance court terme, d'une rentabilité court terme, etc., la vision, elle est long terme. Et il peut se projeter dans cette vision, cette hauteur de vue, cette prospective, face
a un enjeu. On l'a, je pense, pas mal couvert aujourd'hui. Je ne sais pas si vous en repartez convaincus de l'ampleur de l'enjeu. J'espère sincèrement qu'on s'est tous trompés. Que tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur attention, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça va tout s'effondrer, j'espère sincèrement qu'on s'est tous trompés. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on est prêt à prendre le pari, là, tous ensemble? Qui va prendre le pari qu'on s'est trompé et c'est pas grave? Merci beaucoup, Yannick, pour cette... Il sera mort avant 2050, c'est pour ça. Pour cette petite conclusion. Et merci à tous nos intervenants pour ces partages très riches. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui, j'en aperçois déjà une là-bas, une question au fond de la salle. Bonjour, de Jean-Jacques Chéry d'Apia Méditerranée. Donc merci pour ces témoignages. J'ai une réflexion, puis après une question. C'est, vous n'avez pas beaucoup évoqué la dimension politique aujourd'hui par rapport aux limites planétaires. Et quand on se voit ce qui se passe notamment aux États-Unis et en Chine, moi j'ai une réflexion par rapport notamment en tant qu'administrateur indépendant à essayer effectivement de convaincre un chef d'entreprise en France de se dire moi je fais tout ce qu'il faut, j'ai une vraie réflexion, j'ai une vraie volonté, mais est-ce que mes concurrents qui sont dans d'autres écosystèmes ont cette même velléité politique? Et donc c'est une vraie première question, parce que quand on est administrateur indépendant, est-ce qu'on a vraiment les réponses par rapport à ça? Et puis quand on voit au niveau européen et politique comment, par exemple, l'économie paysanne est défendue, par exemple, avec certains accords qui peuvent être signés, comment aujourd'hui on peut arriver effectivement à défendre les positions qu'on peut avoir qui sont parfaitement légitimes par rapport au futur, quand on voit que certains politiques n'ont pas forcément cette vraie vision de défense je dirais, de ce qui va se passer demain, c'est-à-dire 2030-2040. C'est-à-dire plutôt exporter des produits qui viennent d'autres pays, alors qu'on a une industrie, en tout cas une économie qui est locale, qui est au moins aussi performante. Donc cette dimension politique, je pense qu'elle est vraiment très importante. Elle est parfois peut-être même fondamentale, parce que malheureusement, on est sur une économie de marché qui est mondiale, et pas uniquement locale, voire européenne. Et c'est une dimension qui me paraît vraiment importante dans la réflexion qu'on peut avoir lorsqu'on envisage effectivement, quand on veut être vraiment très performant par rapport à tout ça. Moi j'ai envie de rebondir. Ça marche. Là, en fait, ce dont vous parlez, c'est le triangle de l'inaction. Donc c'est un schéma que peut-être certains connaissent dans cette salle, mais c'est vraiment l'idée que finalement on a des consommateurs ou des usagers, un État ou des politiques, et puis un tissu économique. Et tout le principe de la Convention des entreprises pour le climat, elle s'est créée parce que justement les enjeux sont extrêmement graves et qui ne sont pas pris par les politiques. Et on peut en faire le constat, je pense, maintenant. C'est-à-dire que voilà, ça fait quand même une publication du rapport Meadows dans les années 60, 70. Et globalement, toutes les courbes qu'ils ont dessinées sont en train de se passer. Et notamment, par exemple, celle de la baisse de la natalité. Et je peux vous dire que quand on vend du Mustela, c'est un petit enjeu. Donc, face à ça, finalement, il y a l'entreprise qui se dit « Ouais, mais les consommateurs, ils ne veulent pas acheter mes produits bio parce qu'ils sont plus chers. » Et l'État ne m'aide pas en me donnant pas de subventions, etc. Le consommateur dit moi je veux bien, mais enfin globalement je trouve pas les produits, c'est galère, c'est trop cher, etc. Et puis l'État dit les entreprises veulent pas se bouger, et puis de toute façon les électeurs s'en foutent un peu. Donc globalement c'est ça le triangle de l'inaction, et tout le monde a raison. Dans ce triangle de l'inaction. Sinon, ce triangle n'existerait pas. Il existe parce qu'on c'est parfaitement légitime de se poser ces questions-là. En revanche, ce qui est sûr, c'est Yannick Servant de la CEC qui le dit, si on reste dans le triangle de l'inaction, on va tous avoir très chaud ou être très mouillé. Ça dépend maintenant, comme c'est des événements extrêmes attendus. Moi, ce que je réponds souvent, c'est que je me passe des politiques aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a décidé d'aller sur des investissements très forts. On est quand même content qu'il y ait l'ADEME en France, parce que là, on vient d'avoir un go sur une subvention de plusieurs millions d'euros, et c'est quand même plus facile de convaincre mon actionnaire dans ces conditions-là. Pour autant, il y a plein de réglementations qui n'existent pas encore et dont on a décidé de se passer et d'aller de l'avant. La bonne mécanique en général pour répondre à ce triangle de l'inaction, c'est quel est le risque à ne pas faire ?
Parce qu'évidemment, on pense au risque à faire. Ouais, si je suis le seul couillon à faire ci et ça, et pendant ce temps-là, les Chinois, etc. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est d'ailleurs le cas. En Chine, je suis une des seules marques qui a décidé de ne pas faire de suremballage. Les consommateurs disent « Ouais, mais c'est pas quali, il n'y a pas de suremballage ». Donc, je perds des parts de marché parce que je ne mets pas 8 emballages en plastique autour de l'étui qui existe déjà en carton, etc. On en est là. Donc, c'est sûr qu'on perd. Mais on perd plus à ne pas faire. Et les risques à ne pas faire, notamment par exemple sur l'eau, sont très forts. On a cartographié qu'en Eure-et-Loire, où on est installé aujourd'hui avec notre usine, les cours d'eau vont baisser de 20% de rendement avant 2030. Donc là, c'est vraiment demain. Et j'utilise des litres et des litres et des tonnes d'eau tous les jours dans mon usine. Et ça fait 3 ans maintenant que la préfecture menace et coupe l'eau aux entreprises qui ne font pas de réduction de leur consommation d'eau pendant l'été. Donc on a une entreprise à côté de chez nous, à quelques kilomètres, qui a eu 25 jours de coupe d'eau l'été dernier. Enfin, pas l'été dernier, parce qu'il y avait beaucoup d'eau, l'été d'avant. 25 jours de coupe, c'est donc une fermeture usine d'1 mois. Donc en millions d'euros, ça chiffre. Voilà, donc là, il y a un risque à ne pas faire des réductions d'eau, des investissements sur une boucle fermée en eau, le passage aux cosmétiques solides, par exemple. Chez Coca-Cola, je crois qu'il y a eu aussi une préfecture qui a fait une décision dans le sud de la France l'année dernière pour dire ça a beau être une nappe phréatique avec un forage qui est chez vous, sur votre terre, si vous pompez tout autant de millions de litres d'eau que vous faites d'habitude, les agriculteurs ne peuvent plus irriguer leur culture, les villages n'ont plus d'eau courante, donc on coupe. Voilà. Donc je pense que ça peut être une bonne bascule méthodologique de se dire le risque à ne pas faire, même si les politiques ou les Chinois continuent à faire de la merde. Pardon. Est-ce que d'autres veulent réagir ? Alors oui, peut-être pour compléter par rapport à cette histoire de risque à ne pas faire. Quelle que soit la transformation que vous impulsez, que l'entreprise que vous accompagnez impulse ou que vous impulsez en tant que dirigeant, évidemment qu'il n'y a aucune certitude. Est-ce que ça sera suffisant, pas suffisant ? Est-ce que ça va marcher, pas marcher ? Par contre, vous impulsez une culture de la transformation. Et sauf à ce que vous soyez persuadé qu'on va vers le mieux par rapport à tous ces sujets dont on a parlé, environnement, climat, biodiversité, accès aux ressources, accès à l'énergie. Après, voilà, si vous êtes dans l'état d'esprit de dire on va vers le mieux, peu importe les politiques, qu'ils l'aient compris ou pas, qu'ils veuillent l'incarner ou pas, si vous vous dites on va vers le mieux, ok, fair enough, pas de problème, allez-y. Par contre, si vous avez l'intuition qu'on ne va pas forcément vers le mieux, est-ce qu'il vaut mieux dire on attend que les politiques nous mettent la contrainte, ce que disait Julien tout à l'heure ? Finalement, celui qui applique la CSRD pour des questions réglementaires, il n'a rien compris. Alors je caricature. Celui qui applique la CSRD parce qu'il y voit une opportunité de transformation, et voir celui qui applique la CSRD version 4.0 qui va arriver dans quelques années, parce que les politiques, plus ça va se durcir, plus ils vont durcir l'eau, le climat, etc. Sauf qu'eux, ils sont sur des temps courts. Ils ont des mandats de 5 ans. Donc, truc à 30 ans, 20 ans, c'est pas leur sujet. Par contre, quand ça va se durcir, qu'il y aura la pression citoyenne, là, ils vont mettre du réglementaire. Et si vous avez impulsé des changements, ou à minimum une culture de la transformation, dans une démarche de volonté de changement, probablement que votre entreprise, elle deviendra d'un seul coup beaucoup plus compétitive que tous ceux à côté qui ont profité du système tant qu'ils pouvaient en profiter. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, monsieur, il y a on va vous passer un micro. Oui, peut-être par rapport à la réflexion quant aux Chinois et aux Américains, moi je pense qu'il faut arrêter de tenir ces discours, parce qu'au-delà des discours politiques des dirigeants de ces pays-là, dans ces pays-là, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui font plein de bonnes choses. Voilà, alors on n'en parle pas beaucoup, parce que c'est pas dans l'air du temps, mais si vous avez l'opportunité de regarder un peu le détail de ces deux pays, ne croyez pas qu'il ne se passe rien. Donc il se passe beaucoup de choses. Donc, c'est le discours qu'il faut qu'on ait, nous, vis-à-vis de notre entourage dans nos conseils. Voilà. Il s'y passe des tas de choses. Voilà. Arrêtons de croire qu'il ne s'y passe rien. Notamment de la part des consommateurs. On ne parle même pas des pouvoirs publics ou des gouvernements de ces pays. Les consommateurs chinois sont de plus en plus intéressés à ces sujets et posent des questions et attendent des réponses aussi. Donc la pression, elle arrive aussi par ce biais-là et c'est sain. Vincent ? Un point qui est...
il y a des réglementations. Alors évidemment, le côté politique, il est hyper important, ça c'est sûr, mais le législateur travaille déjà à faire pas mal de choses. Enfin, il faut quand même voir qu'en Europe, on a les réglementations les plus strictes, les plus en avance, et vous voyez bien qu'elles s'empilent, etc. Et que des fois, c'est quand même assez compliqué de garder la trace. Enfin, nous, on fait ça tous les jours, et honnêtement, faut quand même être assez souple sur les pattes arrière parce que faut changer de direction régulièrement quand même. Donc, il se passe pas mal de choses. Et ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que la plupart des réglementations qui sont mises en place au niveau européen sont contaminantes. C'est-à-dire que quand on parle de CSRD, de déforestation, la déforestation, vous avez peut-être entendu, elle a fait un peu les news là, ces derniers temps, la déforestation, la raison pour laquelle elle a été reportée, c'était pas parce que l'Europe voulait pas le faire, etc., mais c'était que, en gros, les autres pays n'étaient pas encore prêts et ils sont tellement impactés qu'ils ne pouvaient pas avancer. Donc ça a été reporté pour des raisons géopolitiques, donc de l'Afrique, l'Asie, les Amériques, etc., parce qu'ils sont impactés, parce que dès qu'ils vont vouloir importer quelque chose en Europe, ils vont être directement impactés d'un point de vue processus, d'un point de vue données, et c'est des choses qui sont assez lourdes à faire. Donc, il se passe déjà des choses. Maintenant, vous avez raison, il y a plein d'autres choses à faire. Nous, on va travailler là, on a lancé il y a quelques semaines avec l'AGFI, l'Opinion et l'Info Durable, un think tank, donc 2030, Investir demain, sur la finance durable. Comment avancer, comment regarder, etc. Un des sujets, ça sera effectivement la réglementation, la gouvernance à mettre en place. Donc, c'est des sujets, et évidemment, pour nous, un des objectifs, c'est aussi d'influencer et de donner des informations aux décideurs, etc. Donc, nous, c'est une initiative, mais il y en a plein d'autres du même type, et c'est évident que le politique, le législateur a son rôle à jouer, et j'ai envie de dire, il le joue déjà pas mal. Même au niveau purement français, on a déjà pas mal de réglementations. Quand on voit tous les gens à qui on cause qui font « Ah, mais bon, la réglementation, machin, ce truc, bidule, ça fait chier, etc. Il faut faire ci, il faut faire ça, ils ne se rendent pas compte. » Certes, mais il y a l'urgence, il y a déjà beaucoup de choses à avancer. Merci beaucoup. Ah. Je crois qu'il y avait une dernière question. 1, 2, ça marche. Bonsoir, Jean-Luc Biache, Appia. Alors, c'était une question assez précise et pour Caroline de Picotti. Moi, je trouve que vous êtes bravo déjà d'être là parce qu'effectivement, vous n'êtes pas représentative des sociétés parisiennes avec des jeunes diplômés qui, eux, sont très conscients. Et justement, c'est ça ma question. Vous avez dit plusieurs fois que l'impulsion venait du haut chez vous. Vous avez parlé de vos clients. Et vous avez dit que vos employés avaient du gazole dans le sang. Hein, c'est ça, je crois que c'est le terme que vous avez employé. Et concrètement, ouais, ou dans les veines. Comment vous faites concrètement pour les amener, pour faire le changement auprès d'eux, pour les conduire vers ce changement? Parce que je pense que vous devez être assez représentatif de beaucoup de sociétés en France qui sont dans la même situation. L'idée, je vais reprendre la vocation de la CEC, c'est de rendre irrésistible le changement, en fait, la bascule. Je pense que c'est de raconter une histoire, non pas un bobard, mais l'histoire de où on veut emmener l'entreprise. Il y a un truc qu'on n'a pas du tout cité, c'est le rapport au temps long versus temps court. Et en fait, quand on se positionne en 2040-2050, donc nous, en gros, avec mon frère, le deal, c'est on est en train d'écrire le chapitre des 100 prochaines années. Qui veut en être ? Et donc, à quoi il va ressembler. Et donc, nous, on aimerait qu'il ressemble à ça. Et donc, c'est d'expliquer la vision qu'on a pour l'entreprise familiale, 100% capitaux familiaux, qui, donc, pour l'instant, on ne subit pas de pression externe, si ce n'est celle déjà énorme du marché. Mais voilà, c'est en fait, c'est quoi le projet d'entreprise? C'est quoi le cap? Où est-ce qu'on veut emmener l'entreprise? Et donc, on essaye de nourrir notre marque employeur de ça, parce que alors qu'on vit déjà une transition énergétique importante, on est en pleine transition générationnelle, donc on cumule. Et un autre sujet où on cumule, c'est l'embauche. C'est que attirer avec un métier où on fait des fossiles, et je ne vous ai pas parlé du fait qu'on n'est pas du tout parisien, le siège de Picotti est en Creuse à la Souterraine.
Et donc, quand ça marche, on prend le train comme ce matin, ça marche. Non, mais voilà, il faut arriver à attirer. Et pour autant, c'est là que ça se passe. Parce que, en fait, je ne veux pas décrier des startups RSE natives. Voilà, mais en fait, si nous, on bouge, on a un impact énorme. Et on a une pression énorme. Et tu parlais de radicalité. On a finalement cette responsabilité nous oblige à une certaine radicalité, quoi. Donc voilà, on essaye d'embarquer les collaborateurs dans cette aventure. Merci.